Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Wompapenit. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais au lycée, j'étais quelque peu unique par rapport aux autres élèves. Je n'avais pas de talent particulier et je ne pratiquais aucun sport. Mais j'étais juif, ce qui, en tant qu'élève d'une école du sud profond, majoritairement peuplée de chrétiens blancs, laissait penser que j'avais 9 orteils. La plupart des gens que j'ai rencontrés s'en fichaient. Certains faisaient des blagues aux dépens de ma religion, ce qui ne me dérangeait pas puisque j'avais un bon sens de l'humour. Mais il y avait un élève en particulier qui semblait toujours m'en vouloir. Je connaissais à peine ce type, je ne l'ai rencontré que quelques fois dans certains cours que nous partagions ensemble, mais il ne manquait jamais une occasion de me brimer parce que j'étais juif, surtout lorsque d'autres personnes étaient présentes. D'autres élèves faisaient parfois des blagues inoffensives. J'ai entendu « le juif avec une trique fonce dans un mur et se casse le nez ». Mais ce type est allé trop loin. Au début, il me confrontait et commençait brusquement les conversations en plaisantant sur l'Holocauste. Je l'ignorais et n'en pensais pas grand-chose. Chaque fois que je le voyais, il continuait à faire le même genre de choses, mais je continuais à l'ignorer, ce qui l'a poussé à intensifier ses blagues. Il a commencé à m'aborder lorsqu'il était avec un groupe de ses amis. Plus il avait d'amis autour de lui, plus il était prêt à en dire. Il me disait que son nouveau surnom pour ma famille était les affaires inachevées d'Hitler, que ma mère mourrait et passerait l'éternité à se faire violer par Satan. Il dessinait des croix gammées sur mes cahiers. Une fois sur mon pare-brise, je ne l'ai pas vu faire ça, mais personne d'autre que je connaissais n'aurait fait ça. J'ai toujours été du genre les mots ne sont que des mots. Mais la façon dont il a toujours persisté dans ce comportement m'a vraiment énervé. La plupart des autres personnes pensaient qu'il plaisantait lorsqu'il faisait ses blagues tordues. Je ne sais pas vraiment pourquoi, les gens se comportaient bizarrement avec les juifs dans mon école. Alors, ils riaient avec lui. Les professeurs n'ont rien fait et mes amis m'ont encouragé à continuer à l'ignorer. Mais je détestais qu'il continue à mêler ma famille, des gens qu'il n'a jamais rencontrés, à tout ça. C'était encore pire quand il commençait à faire des blagues à mes dépens dans les cours que nous avions ensemble, ou chaque fois que je parlais à des filles. Sa motivation pour me traiter ainsi était qu'avoir un public qui réaffirmait son antisémitisme était marrant. L'année de seconde s'est transformée en année de première, et soudain, j'étais en terminale. Et ce type s'en prenait toujours à moi. Pendant la majeure partie du lycée, j'ai simplement ignoré ce type, mais quand je suis passé en terminale, j'ai réalisé que je ne voulais pas terminer le lycée en étant traité comme ça. J'ai donc commencé à rassembler des informations sur ce type. J'ai cherché à savoir de quel club il faisait partie, où il allait pendant ses périodes libres, ce qu'il faisait le week-end. J'ai même trouvé des informations comme la combinaison de son casier, qui était en fait très facile à obtenir, et son numéro de plaque d'immatriculation. J'ai recueilli beaucoup d'informations uniquement à partir de sa page Facebook, mais j'ai aussi un ami qui traînait occasionnellement avec ce type. Mon ami m'a dit que ce type fumait souvent de l'herbe et buvait le week-end, ce qui normalement ne m'intéressait pas, mais je voulais avoir tous les moyens de pression possibles. Quelques mois après le début de l'année, mon école a organisé son match et son bal annuel de rentrée. Mon ami m'a appris que les parents de ce type n'étaient pas en ville et qu'il avait donc prévu d'organiser un pré-match chez lui avant le bal, où je savais qu'il allait au moins boire. Le soir du bal, j'ai vérifié les stories Snapchat de ses amis pour savoir ce qui se passait à son pré-match. Ça aide que la plupart d'entre eux aient amené des copines avec lesquelles j'étais ami sur Snapchat, et les filles publient toujours tout sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais de nouvelles infos toutes les 10 minutes grâce à leurs stories Snap. J'avais déjà le numéro de sa plaque d'immatriculation, et j'ai supposé, à juste titre, qu'il prendrait le chemin le plus efficace de sa maison au lieu du bal. Alors j'ai constamment regardé les stories Snap de ces personnes, jusqu'à ce que l'une d'entre elles poste une vidéo de quittant la maison tous ensemble. Parfait. C'était exactement le genre d'info dont j'avais besoin. Environ 10 minutes plus tard, j'ai appelé les flics, et j'ai agi comme un voisin inquiet. Je leur ai donné des informations sur sa voiture et je leur ai dit que je l'avais vu entrer dans sa voiture en titubant, avec une fille qui avait aussi l'air très ivre, avant de partir. Le simple fait d'insinuer qu'une fille ivre pourrait être abusée était plus que suffisant pour déclencher des alarmes, et l'agent au téléphone m'a remercié et a dit qu'ils allaient vérifier le quartier. Le lundi suivant, il n'était pas à l'école. Je ne l'ai vu en classe qu'une semaine plus tard et il avait l'air absolument abattu. Il ne m'a pas reconnu en entrant, il avait l'air déprimé, toute combativité l'avait quitté. Mon ami m'a appris plus tard qu'en allant au bal, il avait été arrêté par une voiture de police, et ils ont trouvé de l'alcool et un sac avec une petite quantité d'herbe complètement exposée sur son siège arrière. Il n'était pas ivre lorsqu'il conduisait, en dessous de 0,08 allait-il au test. Mais comme il était mineur, il lui suffisait d'être au-dessus de 0,02 pour être condamné pour conduite en état d'ivresse. Il a été arrêté sur le champ. Je ne sais pas ce qui arrivait à la fille avec qui il était. Personne ne savait que c'était ma faute si ce type avait été arrêté, et avait probablement gâché son année de terminale. Mais il ne m'a plus jamais ennuyé. Je suppose qu'il a de plus gros soucis à se faire. La deuxième histoire est postée par Mr. Greavies 787. J'ai une famille énorme et brisée.
inutilement proche et totalement dysfonctionnel. Mon grand-oncle par alliance, appelons-le John, est un élément constant de ma vie, ainsi qu'un ensemble d'autres personnages qui pourraient tous avoir leur propre poste. John est un connard. Il a 90 ans, mais il est toujours aussi vif, ce qui lui permet d'imposer ses opinions bizarres à tous ceux qu'il rencontre, et ce, pour toujours. Son arme de prédilection est la chaîne d'emails, qu'il utilise avec beaucoup d'effet. Ce sont les emails que tu reçois, qui te demandent que tu l'envoies à quelqu'un d'autre, sinon tu seras maudit ou tu vas perdre de l'argent, ceci, cela. John a utilisé cette chaîne d'emails pour tout faire. Pour vendre son assurance santé qu'il a écrit, spoiler, personne n'est couvert, ses inventions farfelues pour l'énergie perpétuelle, parler de détails familiaux personnels et répandre des idées racistes et sexistes à toutes les personnes de son Rolodex. Je ne parle pas du racisme et du sexisme de 2019, débattons-en. Mais de « les femmes doivent être vues et non entendues » et « les noirs étaient mieux en tant qu'esclaves ». Un type sympa. Après 3 ans à les recevoir, il a obtenu mon email grâce à mon profil LinkedIn, je l'ai supplié de me retirer de la liste, car je recevais des emails de lui tous les jours et je préférais ne pas le bloquer. Il a refusé, disant qu'il ouvrait mon esprit, que j'étais trop sensible et que, si je ne les aimais pas, je n'avais pas à les lire. La semaine dernière, il a décidé de nous envoyer, à moi et à mon frère, une ébauche de son livre par message direct sur LinkedIn, en demandant des commentaires. Il ne veut pas de commentaires. J'ai trouvé cela étrange, pourquoi ne pas l'envoyer via la chaîne d'email ? Eh bien, j'ai décidé de lire le livre, et il s'avère que la raison pour laquelle il ne l'a pas envoyé à sa liste est que c'est le livre le plus bizarre et écœurant sur le harcèlement sexuel que j'ai jamais lu. Il voulait que je valide si c'était normal avant de l'envoyer à son éditeur. Il en a pas. Mon petit frère a été tellement bouleversé par cette histoire qu'il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais parler à John. Pour éviter de vous ennuyer avec les détails, sa thèse est que les femmes veulent être abusées. John a divorcé 4 fois. La partie la plus intéressante était une petite section autobiographique sur les choses qu'il avait faites et qui constituaient du harcèlement sexuel en 2019. Pas des petits trucs, des trucs graves. Comme une secrétaire qui travaillait pour lui, il est médecin, qui lui a dit non à plusieurs reprises et qui a en fait quitté son travail parce qu'il n'arrêtait pas d'essayer, raconté comme une anecdote humoristique. Il en a une autre à propos d'une fois où il a essayé de coucher avec l'une de ses patientes. Les enflures se dénoncent toujours. Alors, je lui ai donné ce qu'il demandait. J'ai fait un examen complet, façon terre brûlée, de son livre, en utilisant les citations clés et en le démolissant parce que c'était une merde anachronique. J'ai prêté une attention particulière aux détails autobiographiques, dénonçant le harcèlement pour ce qu'il est. Aurais-je pu le lui envoyer par LinkedIn en message privé ? Bien sûr. Est-ce que John m'a fait cette courtoisie lorsqu'il a utilisé la liste de ses chaînes d'email pour dire à toutes ses connaissances que mon père était au chômage, provoquant un grand embarras ? Non. Alors, j'ai fait ce que John aurait fait. J'ai répondu à toute sa liste de chaînes d'email en donnant mon avis complet. Tout le monde, de son voisin à ses enfants, en passant par son ex-femme et son dentiste, a pu voir qui était vraiment le vieil homme. Même si je doute que quiconque ait été surpris. C'est un vieux pervers et il est flippant. Le fait de le voir dans ses propres mots a surpris beaucoup de gens. La réponse a été un véritable pandémonium. Toutes sortes de personnes ont commencé à se disputer au sujet du harcèlement, principalement furieuses contre John, ce qui m'a agréablement surpris. Depuis, j'ai été retiré de la liste de la chaîne d'email, ainsi que mon frère. John a 90 ans et vit au milieu de nulle part. Il ne subira aucune conséquence. Mais j'ai vraiment hâte de le voir happer ça maintenant. La dernière histoire est postée par Supprimé. Il y a plusieurs années, alors qu'il était à l'université, Chris a travaillé comme maître nageur dans un parc aquatique à Cincinnati. Après environ 1 an, ses patrons l'ont promu à un rôle de manager et lui ont promis une augmentation. Ses nouvelles fonctions ne se limitaient pas à garder un œil sur l'eau. Chris gérait le planning quotidien de tous les sauveteurs et testait les niveaux chimiques de l'eau. Chaque matin, à l'ouverture du parc, il était le premier à descendre dans les toboggans aquatiques, pour en vérifier la sécurité. Plus de 6 mois après le début de son nouveau poste, le salaire de Chris est resté le même, 8 $ de l'heure, au lieu des 10 $ qu'on lui avait promis. Semaine après semaine, je posais des questions à ce sujet, dit-il. Et la direction continuait à trouver des excuses. Puis est arrivée une annonce de l'entreprise. Les managers de Chris ont dit qu'ils allaient réduire le salaire des employés de 10% en raison de difficultés financières. Chris s'est senti lésé. Maintenant, son salaire était inférieur à ce qu'il gagnait au départ, malgré ses fonctions de manager. Je me suis dit, ok, s'il ne se soucie vraiment pas de moi, et s'il ne m'estime pas, moi et ce que je fais pour le parc aquatique, alors peut-être que je vais simplement arrêter de le faire, dit-il. Ainsi, par une journée d'été chargée, Chris ne s'est pas présenté pour ouvrir le parc.
Il a laissé le flot de SMS et de messages vocaux ultérieurs de ses responsables sans réponse. Personne d'autre avec son niveau de formation n'a pu venir ce matin-là. J'ai finalement causé la fermeture du parc aquatique pour ce vendredi-là, dit Chris. Il estime avoir coûté au parc entre 15 000 et 20 000 dollars de recettes clients, pour ce qui aurait été une augmentation annuelle de quelques milliers de dollars. Peu après avoir été ghosté, Chris a décroché un emploi gagnant plus d'argent en tant que livreur de pizza. Il travaille maintenant pour une entreprise Fortune 500. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.